Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue à la deuxième sortie de l'information consacrée effectivement au Pan-African News sur la chaîne panafricaine. Et donc, au menu aujourd'hui, deux grandes thématiques. Tout d'abord, nous irons du côté du Mali pour parler des relations Bamako-Alger qui sont donc officiellement mortes. Les obsèques de l'accord d'Alger se sont alors déroulé justement avec maestria. C'était au palais de Koulouba avec la mise en place d'un comité de pilotage. Le déroulé de la dite cérémonie à suivre dans ce journal. Et puis au Sénégal, ça ne va pas du tout car ça va de mal en pis. Tout porte donc à croire que Macky Sall prévoit un génocide dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bien évidemment, nos followers sur nos différentes plateformes. Et bienvenue à cette édition du Pan-African News. Il est 20h. Et nous démarrons avec effectivement de l'économie qui nous conduit tout droit du côté du Cap. Nous sommes là en Afrique du Sud pour parler du Indaba Mining Forum qui a donc ouvert ses portes dans cette partie du pays. Alors aujourd'hui, du 6 autant pour moi au 8 février prochain, plusieurs investisseurs et même ceux qui aspirent à devenir des grands investisseurs vont donc communier ensemble, des rencontres au B2B et bien plus encore. Raman nous en dit plus. Parce que l'industrie se trouve au premier stade d'une perturbation avec les progrès en matière de technologie, de santé et de sécurité, d'environnement et d'exploration, pour n'en nommer que quelques-uns, nous pensons qu'il est temps de mettre les vrais problèmes à l'ordre du jour en décrivant les véritables inhibiteurs d'investissement et comment ils, en fin de compte, alimentent de nouvelles opportunités. Tel est le thème de cette édition de Investment Africa Indaba Mining 2024. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande en lithium, cobalt et autres minéraux clés pourrait être multipliée par 6 d'ici à 20 ans. Les minéraux essentiels pour assurer la transition énergétique et les technologies vertes seront au centre des échanges de ce rendez-vous qui s'est ouvert ce lundi 5 février au Cap, en Afrique du Sud. Une remarque importante a été faite ces dernières années sur le continent. Il y a une baisse relative en matière d'investissement pour l'exploration de ce secteur. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les experts restent confiants. La tendance va s'inverser au regard de l'appétit que nourrissent de plus en plus les géants de l'industrie pour les minerais essentiels à la transition énergétique. Tous les acteurs du secteur mettent désormais en avant leur ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, pierre angulaire d'un développement minier africain dans de bonnes conditions. Les organisateurs visent à travers le thème de cette année à encourager et soutenir le changement dont l'industrie minière africaine a besoin pour aller de l'avant. Pour cette année, il y aura la présence remarquable de la République démocratique du Congo, dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est représenté par son Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kendje. La RDC, ce pays d'Afrique centrale, est réputé pour être parmi les plus grands pays producteurs de métaux verts au monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en mai 2022, la Zambie et la République démocratique du Congo ont signé un accord de coopération historique pour faciliter le développement de la chaîne de valeur dans le secteur des batteries électriques et des énergies propres. Ce partenariat permettra la fabrication des batteries des voitures électriques, avec des gisements inexploités de cobalt, de cuivre, de diamants, d'or et d'autres minéraux estimés à 24 000 milliards de dollars. La RDC occupe une place de leader dans l'industrie minière en Afrique.
Allons donc du côté de la République démocratique du Congo où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Plus précisément à l'est de ce pays où la crise dans l'est, on va le dire, hein, voilà, sème donc une terreur de plus en plus. Les populations se plaignent d'une certaine insécurité car il y a lieu de le dire et de le dénoncer. Le M23 monte d'un cran dans cette partie du pays et donc les différentes sociétés civiles lance un cri de détresse à la communauté africaine et surtout internationale. Boubacarry Kovouz nous donne plus de détails. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est de plus en plus tendue. Hier encore, les rebelles du M23 se sont emparés des localités comme Murmure, Ngingwe ou encore Chacha et Minova dans cette région du Congo causant de nombreux déplacés internes, donc la situation est alarmante. La société civile alerte sur la précarité de la situation humanitaire de ceux déplacés, notamment ceux de Minova dans le territoire de Kalehe, province du Sud Kivu. Un cri de détresse lancé au gouvernement et organisations humanitaires pour venir en aide aux populations déplacées se trouvant dans cette zone. Aujourd'hui, la cité de Minova est surpeuplée par la présence des déplacés, une situation qui inquiète la population sur le plan alimentaire et sanitaire. Au moins chaque ménage héberge les déplacés. Ces déplacés se trouvant à Minova viennent de plusieurs villages, notamment Kiroche, Chacha, Bueremana, Muamubingwa, Kituva, Nguba, Kiluku, Kihindu, fuyant les conflits armés. Une situation qui crée une panique et une crainte chez les habitants de cette zone. Par-dessus tout, les déplacés manquent de tout. La société civile de cette zone a lancé un appel aux autorités afin d'apporter une aide humanitaire urgente à ces déplacés. Elle encourage les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre l'ennemi jusqu'à son néantissement pour que ces déplacés puissent rejoindre leurs domiciles respectifs et vivre paisiblement chez eux. Nous l'annoncions en titre du côté du Sénégal. Ça ne va pas du tout. Les choses ne semblent pas effectivement s'arranger à l'hémicycle après effectivement l'irruption des forces armées. Cela n'a pas empêché à Barthélémy Diaz, qui n'est autre que le maire de Dakar, voilà, de donc dénoncer ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Élément. Je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement Monsieur le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre M. Amadou Ba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall.
Et nous restons dans l'actualité au Sénégal, cette fois-ci pour dire que entre manifestations publiques échauffourées au sein de l'hémicycle, mais également la retenue des partenaires du Sénégal, notamment les États-Unis, l'Union européenne, la CEDEAO et surtout l'Union africaine, le président donc Macky Sall paierait ainsi les pots cassés de sa collaboration avec la France-Afrique. Et donc après l'annonce de la prorogation de l'élection présidentielle qui était initialement prévue le 25 février prochain. Le renouvellement est donc fixé pour le 15 décembre. C'est une pilule qui a du mal à être digérée. Alain Djok. Saint Auguste disait que Dieu aurait créé de bons et de mauvais esprits comme un poète qui, pour relever les beautés de son œuvre, y sème des antithèses. Mais il est peu probable que Macky Sall, qui a incontestablement fait de belles et tangibles réalisations, y ait introduit le mal par fantaisie de Ritter. Le diable a échappé au bon Dieu. Peut-être que le détail échappe à Macky Sall alors que le diable se trouve dans les détails. Le président Macky Sall a sans doute besoin d'une bonne séance d'exorcisme pour chasser le petit diable qui hante son action politique. Ces réalisations peuvent être grandioses, mais il est difficile de ne pas en avoir quelque part une perception négative. Les grandes réalisations sont légion, mais il y a presque systématiquement un grain de sable, un couac, une impréparation, une maladresse qui gâche la symphonie. Et dire que souvent, pour ne pas dire toujours, Macky Sall paie les pots cassés par ses collaborations avec la France-Afrique. Tout le monde a pu observer la retenue ou la prudence, on peut même dire la compréhension peu habituelle en de pareilles circonstances manifestée en cœur par des partenaires traditionnels du Sénégal comme les États-Unis, l'Union européenne ou des institutions africaines comme la CEDEAO et l'Union africaine. Il est clair que Macky Sall est contraint et forcé d'en arriver à cette extrémité à laquelle le Sénégal n'est pas préparé. Cela est d'autant plus difficile qu'il ne le fait point pour lui-même dans l'objectif de garder le pouvoir et rester à son poste. Il piaffe assurément d'impatience de rendre le pouvoir à un successeur élu conformément aux règles et principes démocratiques. On peut lui accorder ce bénéfice du doute. Mais dans une allocution solennelle le 3 février 2024 annonçant la suspension brutale du processus électoral, Macky Sall a évité et invité des acteurs politiques de la société civile et un nouvel épisode de dialogue. Le vent du dialogue auquel vient d'appeler le président Macky Sall souffle fortement et les rares acteurs politiques qui déclarent s'y opposer finiront par s'y rallier ou ils verront l'histoire se définir sans eux. Encore que le dialogue politique ne saurait porter que sur les limites d'un nouvel agenda électoral. Au demeurant, le juridisme autour de la situation politique actuelle ne permettra nullement de sortir le pays de cette impasse. Après l'adoption par l'Assemblée nationale sénégalaise de la loi visant à reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain et nouvellement fixée pour le 15 décembre, le roi du Bala a vivement réagi. Youssou N'Dour s'oppose au report de l'élection présidentielle. Ce qui s'est passé au Parlement est la preuve du danger que représente le populisme pour la démocratie et surtout pour les pays de démocratie de faible intensité comme les nôtres. Désormais, le débat public n'échappera pas à la violence et à l'obscénité qui irrigue la société dans toutes les couches. Nous vivons la revanche des passions, les discours rigoureux et mesurés et l'ère d'Internet et du foisonnement des médias dont l'objectif est le buzz permanent n'a plus une grande force. La profanation de l'Assemblée nationale, lieu sacré de la République et cœur de la démocratie, n'a pas inquiété certains. Normaliser la jacquerie populiste, c'est ouvrir une boîte d'allumettes pour mettre le feu en passant naïvement y échapper. Alors, à votre suite, à Alain Djok, nous restons au Sénégal pour justement dire que des démissions se poursuivent effectivement dans le sérail, c'est-à-dire les plus proches collaborateurs de Macky Sall, ne veulent pas essuyer toute cette galère ou encore cette honte et ces accusations qui pèsent, on va le dire, sur leur leader. Entre autres, nous parlons ici des hauts commis de l'État pro-Macky, notamment le secrétaire du gouvernement,
également Abdou Latif Koulibaly. C'est aussi le professeur Awa Marie Cole Sec qui a donc emboîté le pas. Et nous rappelons qu'elle a été nommée le 8 avril 2019 à la tête du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien sûr Pan-African News qui passe actuellement sur vos différents écrans. Et merci déjà de nous rester fidèles. Nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci au Mali pour parler de l'accord de paix d'Alger dont les obsèques ont été célébrées. C'était lundi 5 février. Et donc, chose promise, chose due, le Mali vient donc finir de façon définitive avec l'accord de paix d'Alger. Donc, le président de transition, colonel Assimi Goïta, a donc procédé lundi 5 février 2024 à la cérémonie officielle d'installation des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et bien sûr la réconciliation nationale. Reportage. L'accord d'Alger est définitivement persona non grata au Mali. La mise en place du comité de pilotage du dialogue intermalien fait suite à la décision annoncée le 25 janvier dernier par les autorités maliennes de mettre fin avec effet immédiat à l'accord d'Alger, signé en 2015 avec les rebelles Touaregs du Nord Mali pour mettre fin à la guerre entre les deux parties qui s'éternisait depuis 2012. Dans les faits, l'accord n'a jamais pu être opérationnel et dans une déclaration lue à la télévision nationale, pour justifier cette décision, le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a donc évoqué comme principale raison un changement de posture de certains groupes signataires ainsi que des actes d'hostilité de la part du médiateur de l'accord d'Algérie. Les groupes signataires de cet accord ont qualifié la décision de provocation à la guerre et dans un communiqué de réaction, le gouvernement algérien a dit prendre acte et regretter cette décision qui risque de déstabiliser davantage le Mali ainsi que la sous-région. Selon la présidence malienne, dans une démarche visant à surmonter les défis persistants et à restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble au Mali, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, créé donc par décret le 26 janvier 2024, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les membres du comité ont été nommés par le décret du 31 janvier 2024 et c'est donc l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga qui a été nommé à la tête du comité qui est composé de 140 membres représentant divers secteurs tels que les forces armées maliennes, la magistrature, le barreau malien, les partis politiques, la presse, les arts et la culture, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les associations communautaires et le secteur privé. Au Burkina Faso, nous parlons de la bravoure de la police nationale qui est donc reconnue sur tout le continent africain. La police nationale du Burkina Faso se place donc en tête d'un classement panafricain grâce à son héroïne devant 39 autres pays africains. Diane Bena revient sur cette actualité. Selon un sondage effectué par Afrobaromètre, un réseau panafricain de recherche basé au Ghana, la police nationale du pays des hommes intègres se hisse au premier rang du classement des polices les plus professionnelles et les plus performantes en Afrique. 39 pays d'Afrique étaient soumis à l'investigation de ce réseau panafricain. À l'issue de l'enquête publiée le 29 janvier 2024, la police nationale du Burkina Faso a été trouvée la police africaine la plus respectueuse des droits des citoyens et la plus accessible en termes d'assistance. Ce classement s'inscrit dans un contexte où le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a redynamisé ses forces combattantes et dans un climat marqué par le double engagement de l'institution en matière de protection des personnes et des biens.
ainsi que l'infatigable lutte contre le terrorisme dans le but de l'éradiquer totalement du Burkina Faso. La police nationale burkinabé a atteint un degré de performance qui rend toutes les populations du pays fières de leur vaillance et de leur détermination et qui n'est plus à démontrer. Dans leur détermination, l'ensemble des forces de défense et de sécurité du pays des hommes intègres mènent au quotidien des actions vigoureuses contre les sécurités. Cependant, même si beaucoup de défis restent encore à relever, la police nationale du Burkina Faso demeure une force publique au service de ses citoyens. Collaboration Burkina Faso-Venezuela, nous parlons de commission mixte pour dire que plusieurs accords de coopération sont donc au menu des échanges. Et c'était bien sûr lors de la première commission mixte de coopération Burkina Faso-République bolivarienne du Venezuela qui s'est donc tenue le 6 février 2024 à Caracas. Au cours de cette toute première session, les autorités des deux pays ont passé en revue leurs relations bilatérales et ont donc convenu de renforcer leurs liens en signant des accords de coopération dans plusieurs domaines. Fabio Landombe revient sur cette rencontre. Réunis à Caracas, la capitale vénézuélienne, les experts du Burkina Faso et ceux de la République bolivarienne ont passé en revue les différents projets d'accord qui ont été par la suite soumis à la signature des ministres en charge des affaires étrangères des deux pays. Les projets d'accord qui ont fait l'objet de discussions entre les experts concernent des domaines tels que la défense et la sécurité, l'économie, l'énergie, le transport aérien, l'éducation, la formation professionnelle, la santé, les technologies, la communication et la culture. Notons que les experts des deux pays ont examiné ces différents projets d'accord à la veille, le 5 février, avant la cérémonie officielle d'ouverture de cette première commission mixte de coopération Burkina Faso-République bolivarienne du Venezuela qui s'est tenue ce jour. En rappel, c'est en 2003 que le Burkina Faso et la République bolivarienne ont établi leurs relations bilatérales. La présente commission mixte de coopération s'est tenue conformément à l'accord cadre signé en 2014 entre les deux parties et conformément à la volonté affichée par les plus hautes autorités des deux pays. Parlons de toute autre chose à présent avec les nouvelles technologies qui nous conduisent direct du côté bien sûr de la Chine, l'empire du milieu avec bien sûr SMIC et Huawei qui prévoit donc de fabriquer un nouveau processeur de 5 nanomètres soutenant donc l'objectif selon lequel cela se fera donc en dépit des efforts des États-Unis pour restreindre le développement de technologies avancées de manière à ce que le secteur soit profitable. Et donc Huawei, je le disais encore, l'un des principaux acteurs chinois est donc sur la bonne voie pour mettre à niveau son nouveau combiné phare et bien évidemment ses puces centres de données. Raman nous en dit plus. Ce n'est pas la grouille des États-Unis qui entamera le génie créatif amélioré des Chinois sur le marché de la technologie. Les champions de l'empire du milieu des puces prévoient de fabriquer des processeurs pour smartphones de nouvelle génération dès cette année. Le plus grand fabricant de puces du pays, SMIC, a mis en place de nouvelles lignes de production de semi-conducteurs à Shanghai pour produire en masse les puces conçues par le géant de la technologie Huawei. Les tensions commerciales et technologiques croissantes entre les États-Unis et la Chine ont conduit à une série de restrictions de la part de l'administration Biden, visant à limiter l'accès des entreprises chinoises aux technologies avancées, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Washington a cherché à imposer des contrôles stricts sur les exportations de technologies et d'équipements vers la Chine, particulièrement pour les entreprises considérées comme une menace pour la sécurité nationale américaine. Il s'agit entre autres des ZTE, Itera Communication, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technologue. Ces restrictions ont particulièrement affecté Huawei, l'un des géants technologiques chinois les plus influents.
Huawei a été inscrit sur la liste des entités du département américain du commerce en 2019, ce qui a entravé sa capacité à obtenir des technologies et des logiciels essentiels provenant des fournisseurs américains. Le mastodonte des télécoms est donc depuis quelques années au centre de la rivalité sino-américaine sur fond de guerre commerciale et technologique entre les deux premières puissances mondiales. Selon un proche des projets approchés par Financial Times, même si les puces de 5 nanomètres restent une génération en retard par rapport aux puces de pointe actuelles de 3 nanomètres, cette décision montrerait que l'industrie chinoise des semi-conducteurs suit son bonhomme de chemin malgré les contrôles américains à l'exportation. À travers cette avancée, la Chine montre à la face du monde qu'elle est en éveil pour le développement au service de tous. Un sport aujourd'hui, une information pas comme les autres, car nous partons des pistes de course et même des pelouses pour atterrir donc dans ce que nous appelons la géopolitique du sport. Et ça se passe où? À la Fédération camerounaise de football, car le président de cette fédération, à la personne de Samuel Eto'o-Fils, a donc déposé sa démission. Alors, contre toute attente, le comité, le COMEX, a donc décidé de rejeter cette dernière. Pourquoi? Nous en saurons davantage dans cet élément que signe Hervé Ponja. Cible de nombreuses critiques pour sa gestion de la FECAFOOT et notamment pour son emprise trop importante sur la sélection camerounaise, Samuel Eto'o a présenté lundi dernier sa démission lors d'un comité exécutif de l'instance fêtière du football camerounais à Yaoundé. Une réunion des crises liée au piètre parcours des Lions indomptables lors de cette 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Avec une élimination dès les 8e de finale face aux Super Eagles du Nigeria, 0 but contre 2. C'est donc sur communiqué rédigé en anglais et en français publié sur les réseaux sociaux lundi soir que Samuel Eto'o a donc semblé vouloir assumer pleinement son rôle dans le fiasco du Cameroun lors de la grande messe du football continental. En plus de sa démission, le dirigeant a vivement conseillé aux membres du bureau fédéral délimité et de se retirer. Toutefois, comme le précise le communiqué de l'instance, le COMEX a refusé la démission de l'ancien attaquant de Barcelone et de Chelsea après cette CAN marquée notamment par plusieurs polémiques autour d'André Onana. À l'issue de ces échanges et de la délibération qui s'en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leur mandat en cours et subséquemment à l'unanimité rejeter la démission du président de la Fédération camerounaise de football. A poursuivi la FECAFOOT via son communiqué, en lui renouvelant toute leur confiance, afin de continuer dans le même élan le travail de reconstruction et de développement du football camerounais, de la base au sommet, tel qu'il l'avait prévu dans son projet plébiscité lors de l'Assemblée générale élective du 11 décembre 2021. Et c'est sur ce que nous refermons cette tranche consacrée à l'édition Pan-African News de ce mardi 6 février 2024. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour.